Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons dans la suite de la morphologie externe du téléencéphale, comme nous l'avions annoncé dans le plan, pour quelques considérations morphologiques concernant les aires corticales, qu'on appelle aussi aires corticales fonctionnelles. C'est ici la frontière entre la morphologie et la fonction, la neurophysiologie, comme j'aurais à le redire, mais le support est aussi l'histologie. Si l'on regarde, si l'on refait un petit schéma tout simple d'une vue latérale d'un hémisphère cérébral, nous avons vu le pôle frontal, le pôle temporal, le pôle occipital et ce sillon latéral, anciennement sillon de Sylvius, qui encoche profondément la face latérale, c'est le vestige de la rotation téléencéphalique, et nous trouvons le sillon central avec une succession de coudes classiques et qui encoche le bord supérieur. Nous trouvons les différents sillons précentraux, postcentraux, intrapariétal, temporal supérieur, temporal moyen, et ce que nous voyons là, eh bien, c'est du cortex qu'on appelle le néocortex. C'est le cortex le plus évolué, et vous en avez vu l'histologie par ailleurs, et c'est ce qu'on appelle aussi l'isocortex. Donc quand on regarde la surface externe du cerveau en vue latérale, on dit aussi c'est la face supérolatérale, l'ensemble, et finalement même quand on regarde, 90% de la surface cérébrale est constituée par ce néocortex. Le cortex n'existe pas chez les poissons, n'existe pas ou commence à apparaître chez les amphibiens, c'est-à-dire que les vertébrés primitifs n'ont pas de cortex. Si l'on regarde maintenant ce qui se passe sur une coupe frontale très schématique, nous allons trouver ici les contours donc de l'hémisphère, contour d'un hémisphère avec le sillon latéral, puis la région du lobe temporal. Ce sera ici le corps calleux qui réunit les deux hémisphères au fond de la fissure longitudinale du cerveau. Puis nous allons trouver le gyrus du cingulum, puis F1, F2, F3, le sillon latéral qui va nous mener au lobe de l'insula en profondeur, comme nous l'avons vu. Puis ici, nous aurons T1, T2, T3, T4, T5, gyrus para-hippocampal, et qui est surplombé par le gyrus dentatus, comme on va le redire. Lorsque l'on regarde sur cette coupe, eh bien, 90%, l'essentiel du cortex, ici, est représenté par du néocortex, cortex à 6 couches, mais qui va présenter des différenciations régionales suivant les fonctions. Si c'est du cortex associatif, on va rester sur quelque chose de très standard de ces 6 couches, et sinon dans les régions motrices, sensitives, visuelles, on aura des spécialisations avec des couches qui seront plus ou moins développées. Voici ici donc le cortex cérébral qui est du néocortex classique isocortex. Nous trouvons des zones de cortex plus primitifs qui sont très réduites, et c'est tout d'abord le paléocortex. Ce paléocortex va correspondre, le plus ancien ici, va correspondre au gyrus dentatus que nous avions évoqué. Gyrus dentatus que je vais mettre ici en violet, comme nous l'avions fait sur les vues. Gyrus dentatus ici que nous trouvons surplombant T5. Voici ici le gyrus dentatus avec cette région qui est donc du paléocortex. Et nous trouvons également du paléocortex par petites zones à la surface du corps calleux. Je n'en ai pas beaucoup parlé. C'est extrêmement réduit dans l'espèce humaine. C'est développé chez les macrosmatiques. Et nous trouvons, je vous rappelle, au-dessus du gyrus dentatus, nous trouvons ici la fimbria, substance blanche, qui est la prolongation du pilier du fornix. Donc nous sommes ici sur le gyrus dentatus, et ce gyrus dentatus
qui est atrophique, comme on l'a dit dans l'espèce humaine, correspond à du paléocortex, gyrus dentatus. Ce sont des éléments qui, à l'origine, sont liés à l'olfaction. Paléocortex. Et puis, nous allons trouver la région qui correspond à l'hippocampe, plus particulièrement à la corne d'amont, dont nous reparlerons, et qui va être de l'archéocortex. Je le représente ici, nous ferons un agrandissement. Voilà, de l'archéocortex ici, qui correspond à la corne d'amont, structures dont vous savez qu'elles sont impliquées notamment bien dans la mémoire et dans la maladie d'Alzheimer. Donc nous sommes là sur la corne d'amont, et nous allons y revenir dans un instant. Corne d'amont avec de l'archéocortex. Donc c'est un cortex également très primitif et initialement aussi lié à l'olfaction. Donc voici ces régions et il y a une zone, on va dire, de transition ou de cortex intermédiaire qui est relativement primitif, donc entre le néocortex et l'archéocortex et le néocortex, c'est le cortex de l'insula. Le cortex de l'insula est un néocortex, mais un petit peu primitif. Je le mets ici en vert. Et ici, ce cortex de l'insula est parfois appelé isocortex. Donc isocortex, insula, isocortex, c'est une zone de transition évolutive. Insula, donc mésocortex. Donc, pour reprendre, nous avons 90% de la surface cérébrale, et notamment ce qu'on voit en superficie sur la face supérolatérale, c'est du néocortex. Si on écarte lobe pariétal, lobe temporal, donc les opercules, on tombe sur l'insula, ce lobe profond, et c'est ici du mésocortex, et il y a des petites zones réduites qui appartiennent à l'hippocampe et au système limbique, c'est le gyrus dentatus et la corne d'amont. Nous voyons ces éléments ici uniquement sur une face médiale, comme nous l'avions vu. Donc, nous avons ici, sur cette face médiale, je vous rappelle, nous avons la région du pôle temporal, avec l'incus, qui est à la partie antérieure du gyrus para-hippocampal T5. Et nous avons ici, en superficie sur la vue médiale, le gyrus dentatus caractéristique avec ses dents, ses dentelures, d'où son nom. Autrefois, on parlait de corps gaudronné, puisque les gaudrons, c'est ce motif que l'on va retrouver sur un certain nombre d'éléments de pièces d'orfèvrerie, comme par exemple des timbales, où on aura ici un motif en gaudron. Donc ici, le gyrus dentatus, et nous sommes là sur une face médiale de l'hémisphère, pour rappeler simplement où nous aurons cette région très primitive, vue ici médiale, une face médiale. Nous allons donner quelques éléments sur cette région ici, qui vient correspondre également à la paroi médiale de la corne temporale du ventricule latéral, comme nous l'avions vu. Nous allons pour cela faire une coupe, nous allons agrandir cette coupe, c'est ce que nous avions vu avec le ventricule latéral, simplement ici nous allons nous intéresser au cortex. Donc ici, coupe frontale, ici, coupe frontale. Donc une coupe frontale agrandie de la région ici où nous allons trouver ces transitions de cortex, paléocortex et ensuite archéocortex et néocortex. Nous allons trouver, donc de façon très agrandie, nous allons trouver le contour du lobe temporal, avec ici T5, gyrus para-hippocampal, puis nous trouvons le sillon de l'hippocampe, ou sillon collatéral, puis nous trouvons T4, puis nous trouvons T3, gyrus temporal inférieur, puis T2, gyrus temporal moyen. Donc ici, c'est une coupe frontale agrandie.
nous trouvons de l'isocortex, néocortex, qui vient ici former la surface de l'ensemble du lobe temporal T1, T2, T3, T4 et T5, gyrus para-hippocampal. Donc ici, T3, gyrus temporal inférieur, T4, gyrus collatéral, T5, occipito-temporal, et ici T5, gyrus para-hippocampal. Donc voilà ces éléments. Et au niveau de l'hippocampe, nous allons avoir des replis qui se font en profondeur et qui amènent du cortex primitif vers la profondeur. Je vous rappelle, ici au-dessus de T5, nous trouvons le gyrus dentatus que nous voyons ici à la surface médiale, comme nous la voyons ici, gyrus dentatus, que je remets en violet. Ce gyrus dentatus correspond à une couche de cortex qui part en profondeur et qui a une forme de gouttière qui est concave vers le haut. Voici ici ce gyrus dentatus. C'est un cortex, donc on l'a dit, extrêmement primitif avec une seule couche cellulaire. Ici, donc, le gyrus dentatus sur cette coupe frontale. Ça va de l'arrière vers l'avant, comme on le voit ici. On prolonge ensuite autour du corps calleux vers l'arrière. Et nous voyons que le cortex ici, qui était le cortex de T5, néocortex, vient se replier, par un sillon ici, vient se replier pour venir s'enrouler vers le haut puis vers le dedans et former une concavité vers le dehors, soit une convexité vers le dedans, qui vient se recourber dans la concavité du gyrus dentatus. Donc voici ici ces éléments et la terminaison ici de ce cortex qui s'est donc replié. Donc c'est du cortex qui vient se replier progressivement 2 fois sur lui-même, c'est contourné, et donc on va trouver du cortex en profondeur, et là il y a des changements de nom. Je vais le mettre peut-être pour que ce soit clair, on va commencer ici par des régions, on va le mettre en bleu et en jaune. Donc ce sont bien les mêmes régions, toujours de l'isocortex, nous y reviendrons. Donc nous trouvons ici une région particulière de transition qu'on appelle le subiculum. Le subiculum, c'est cette région de cortex profond, ici, qui est située sous le gyrus dentatus. Ici, en jaune, c'est le subiculum. Subiculum, qui est un cortex de transition entre l'isocortex et l'archéocortex. Subiculum, donc subiculum qui est dessous, qui soutient en quelque sorte le gyrus dentatus. Subiculum. Puis, plus vers la superficie, toujours cette transition, nous trouvons une région qu'on appelle le présubiculum et à côté le parasubiculum. C'est la continuité du cortex de T5, de l'isocortex, mais avec des transitions progressives vers un cortex plus primitif. Parasubiculum, présubiculum, juste en dessous du gyrus dentatus. Et nous arrivons là sur une structure qui est celle qui vient s'enrouler, qui est ce qu'on appelle la corne d'amont, qui appartient à l'hippocampe. On va la mettre ici en bleu. Et nous, on l'avait mis en orange. Ici, on va continuer alors à le mettre en orange sur la coupe. Donc, c'est de l'archéocortex. Et voici ici cette corne d'amont, archéocortex, qui vient se recourber en profondeur, donc, pour arriver avec son extrémité dans la concavité de la gouttière du gyrus dentatus. Cette corne d'amont, alors dans certains ouvrages, on me dit que c'est un anatomiste qui s'appelle Gustav von Ammon, mais c'est bien la corne d'amont, la figure utilisée depuis l'Antiquité, c'est-à-dire la corne du dieu Ammon,
le bélier et qui est ici donné par homologie. Nous sommes là, en orange, sur une région qu'on appelle la corne d'Ammon, en latin cornu ammoni, corne d'Ammon, et qui est en général abrégée en neuroanatomie ou neurophysiologie par CA, corne d'Ammon, par analogie de la forme ici sur cette coupe frontale. Dans cette corne d'Ammon, nous allons trouver plusieurs parties numérotées de 1 à 4. Nous trouvons la première partie, donc il y a le subiculum ici, et il y a une petite jonction qu'on appelle le prosubiculum. Et nous trouvons ici 4 portions. La portion inférieure sera CA1. Toute la hauteur, on va dire, de la convexité latérale, c'est ici CA2. Puis nous trouvons CA3. Et enfin, l'extrémité qui vient dans le gyrus dentatus, c'est CA4. Donc, corne d'Ammon 1, corne d'Ammon 2, corne d'Ammon 3, corne d'Ammon 4, que nous trouvons ici. Et c'est abrégé de CA1 à CA4. Voici ici ces champs. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est effectivement de façon élective que ces zones de la corne d'Ammon sont touchées dans la maladie dite d'Alzheimer. Donc voici ici cette corne d'Ammon, et lorsqu'elle est touchée, on va avoir une atrophie de ce cortex qui sera significatif d'une perte aussi souvent de fonction, même s'il n'y a pas de corrélation absolue entre la fonction et l'image. Nous allons trouver autour de la substance blanche ici qui vient former un petit bec qui est la fimbria, poursuite du pilier du fornix, et ensuite une lame de substance blanche assez dense qui vient tapisser la corne d'Ammon, et puis ensuite on a la substance blanche globale de l'hémisphère. Mais là on a une zone de substance blanche plus dense, qui tapisse la face latérale ici, la convexité de l'hippocampe. Tout ça, c'est de la substance blanche. Et ça s'appelle l'alvéus. Alvéus. Ce sont des structures que l'on étudie maintenant tous les jours, j'allais dire, en IRM. Nous sommes là au niveau de cette corne d'Ammon qui fait une convexité vers le ventricule. Nous sommes là dans l'hippocampe. L'hippocampe est donc une structure qui apparaît en endoventriculaire. Et voici les contours de la corne temporale du ventricule latéral. Comme nous l'avions vu, c'est une fente allongée. Et vers le haut, ici, nous aurons la toile choroïde qui viendra être placée. On peut mettre ici, juste pour rappel, on peut mettre ici l'épendym. Et vers le haut, la toile choroïde, la fissure choroïde, avec l'accollement épendym pimaire, le ténia étant tendu de la fimbria à la région du noyau codé que nous pouvons mettre ici en bleu. On va enlever le F puisque c'est en dessous, et on va mettre ici le noyau codé en bleu au-dessus, et c'est entre les deux que nous aurons tendu la toile choroïde du ventricule latéral. Donc, lorsqu'on fait une imagerie, notamment en IRM de la région, dans les cas d'atrophie de l'hippocampe, maladie d'Alzheimer, on va mesurer la hauteur, l'épaisseur ici de l'hippocampe et la dilatation ventriculaire qui résulte de l'atrophie de l'hippocampe. Voilà pour placer ce vocabulaire de base, et le reste, bien sûr, est étudié avec à la fois la neurophysiologie, l'histologie et la clinique. Donc nous sommes ici dans une région corne d'Ammon, et c'est aussi la région de l'hippocampe, lobe intralimbique dont nous avions parlé. Nous allons, donc voilà cette région de cortex primitif, et nous en retrouvons ici, on l'a dit, un tout petit peu au-dessus du corps calleux. C'est ce qu'on appelle indusium griseum. Je n'en ai pas parlé, c'est quasi peu visible à
à l'œil nu, mais enfin, comme ça, l'ensemble est complet. Et nous avons bien une structure arciforme, il y a une continuité entre ce cortex supracalleux et le cortex du gyrus dentatus. C'est un anneau, comme nous l'avons vu pour l'ensemble des structures qui ont suivi la rotation télencéphalique, indusium, griseum. Et maintenant, nous passons au néocortex, c'est 90% de la surface cérébrale. Et nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle les localisations cérébrales, les aires corticales fonctionnelles, qui sont à la fois une notion fonctionnelle, mais aussi une notion morphologique, puisque l'histologie permet de définir ces différentes zones. Donc c'est bien un support morphologique qui, en plus, a un intérêt physiologique. Nous allons faire une vue latérale de l'hémisphère cérébral que nous avions fait. C'est la vue latérale qui sera la plus importante, c'est-à-dire la face latérale ou supérolatérale de l'hémisphère, pôle temporal, pôle occipital. Donc nous trouvons ici les contours de ces éléments. Nous avons le pôle frontal qui vient surplomber la cavité orbitaire, la région de la fosse cérébrale antérieure, puis le bord supérieur est encoché par le sillon central. Nous trouvons le sillon latéral, anciennement sillon de Sylvius, qui, à son extrémité postérieure, vient se recourber vers le haut. Voici ici le sillon central qui encoche le bord supérieur et qui présente un certain nombre de coudes classiquement. Puis nous trouvons ici l'incisure pariéto-occipitale, puis c'est le pôle occipital, l'incisure temporo-occipitale et le pôle occipital. Donc c'est un hémisphère gauche. Nous avons ici bien sûr l'avant qui sera à gauche, puisque ça c'est vraiment des choses que maintenant nous avons vues dans les cours précédents. Et nous pouvons placer les sillons principaux. Nous pourrons placer le sillon précentral, qui est en avant du sillon central et qui suit un petit peu les mêmes courbures, le sillon post-central, qui est dans le lobe pariétal, puis nous pouvons placer le sillon frontal supérieur, qui est de type antéro-postérieur, frontal inférieur, le sillon intrapariétal, le sillon temporal supérieur qui vient se prolonger au niveau occipital, temporal inférieur qui se prolonge au niveau du sillon du pôle occipital. Nous pouvons peut-être rappeler juste les limites ici, donc où nous aurons, on va mettre ça en rose, nous aurons ici donc le sillon central, le sillon latéral, l'incisure préoccipitale ou temporo-occipitale, et ici l'incisure pariéto-occipitale. C'est-à-dire que nous sommes là dans le lobe frontal. Nous avons ensuite le lobe pariétal, puis nous avons le lobe occipital, et enfin le lobe temporal. En profondeur du sillon latéral, ici, donc en écartant les deux berges du sillon latéral, on tombe sur le lobe de l'insula. Et le lobe limbique, lui, n'est que sur la face médiale, lobe temporal. Je vous rappelle aussi que les 2/3 de la surface corticale sont cachés. Donc 1/3 de la surface visible seulement à la surface du cerveau. Et les 2/3 sont cachés dans les sillons, comme nous l'avions vu avec le petit schéma. Donc ici, gyrus, sillon, gyrus, et nous voyons qu'en surface, il n'y a que 1/3. Donc on a 1/3 en surface et 1/3 sur chaque côté
du sillon. Il ne faut jamais l'oublier, c'est très important dans ces projections. Donc nous allons placer, et c'est très classique, des aires. Ces aires sont appelées les aires de Brodmann. Elles ont été décrites à la fin du siècle dernier et au début à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et ont un support de cytoarchitectonie et d'histologie des régions. Nous allons commencer par l'aire. Donc elles sont numérotées. Nous allons commencer par l'aire 4. Aire 4 qui est l'aire motrice classique, aire pyramidale, qui occupe le sillon précentral. Voici ici l'aire 4. Voici ici l'aire 4 qui occupe les 2 tiers postérieurs de ce gyrus précentral. R4, aire motrice principale, donc qui est extrêmement connue et importante, que voici, R4. Cette R4 va se prolonger sur la face médiale, comme nous allons le voir dans un instant, et nous pouvons ici faire donc une petite vue médiale du cerveau, donc un petit schéma avec le pôle frontal, ici le pôle temporal, la région du pôle occipital, donc c'est juste un petit schéma ici. Nous allons trouver sur cette région l'enroulement du corps calleux qui aura été sectionné, vers l'avant, commissure antérieure, lame terminale. En dessous, nous trouvons le fornix qui a également été sectionné, puis la section du pédoncule cérébral. Donc ceci est sectionné. Et nous voyons déborder sur la face médiale le sillon central, sillon précentral, post-central, et le sillon, ici, du cingulum. L'incus, ici, la région occipito-temporale. Donc nous allons voir ici que cette aire va se poursuivre ici sur le gyrus précentral à la face médiale de l'hémisphère. Voici ici le sillon central qui est ici. Donc R4. Sillon central, R4. Les répartitions des fibres donc, qui partent, c'est la voie pyramidale. Cette voie pyramidale ne tire pas son nom des cellules pyramidales de Betz qu'on trouve à ce niveau-là, mais du fait que la voie va passer dans les pyramides au niveau du pont et au niveau de la moelle allongée. Si l'on regarde les éléments, il y a une topographie que l'on a appelée, de par son descripteur, l'homonculus de Penfield. Donc c'est quelque chose de très classique, il y en a de multiples représentations possibles. On va ici représenter ces éléments sur une coupe frontale très schématique de l'hémisphère cérébral, avec ici le sillon latéral, la région temporale. Nous trouvons sur cette vue coupe frontale que nous connaissons bien, nous avons ici le corps calleux, qui est toujours un repère important et facile en imagerie également. Nous trouvons ici le sillon du cingulum, lobe limbique en dessous, puis nous trouvons ici la région frontale. Quand on fait une coupe à ce niveau, très souvent, vous verrez dans des livres qu'on vous présente plusieurs sillons horizontaux, comme si la coupe était là. On est bien dans le gyrus précentral, et donc il faut présenter quelque chose qui est uni ici, puisque nous n'avons pas de sillon dans le gyrus précentral. Puis ici, nous arrivons dans le sillon latéral, puis c'est le cortex de l'insula. Ici, le lobe temporal. Là, on va retrouver T1, T2, T3, T4, T5 et les gyrus dentatus au bout. Donc, nous sommes là au niveau frontal. C'est une coupe qui passe par l'aire 4 et nous avons un homonculus qu'on appelle l'homonculus de Penfield. Homonculus de Penfield, c'est l'homonculus moteur de Penfield. Et nous allons voir que
il y a donc une projection. Ceci est représenté par un petit bonhomme. On pourrait le mettre en rouge, mais le rouge n'est pas très visible sur ce tableau. Je vais peut-être le mettre en rose. Nous allons avoir un bonhomme qui est enroulé sur le cortex, avec les pieds qui seront ici à la face médiale. Puis nous aurons la région du genou, puis la région du pli inguinal, puis la région du tronc. Voici ici le membre inférieur avec le pied, ici la fosse popitée, ici la région glutéale. Donc là, on est sur le pied. Puis, le tronc vient se prolonger ici par le membre supérieur qui vient se prolonger par la main, qui représente une très grande zone motrice et donc fine, avec le pouce ici qui vient descendre. Voici donc ici ce premier élément pour le tronc, les membres supérieurs, membres inférieurs, et ici nous avons la main qui est repliée avec les doigts, les 5 doigts, et ici le pouce en avant. Ici donc la main et membre supérieur, membre inférieur. Puis nous allons trouver ensuite la projection de la tête d'un point de vue moteur, et on la représente en général de profil. Voici ici cette tête où la région de la commissure labiale et les lèvres vont être particulièrement représentées. Ici le front, ici la région de l'œil, la région du nez, et surtout ce que nous trouvons, eh bien, c'est la représentation motrice pour les lèvres et tous les muscles qui sont autour de la région. Voici ici cette face avec la bouche, ici des dents, avec ici le nez, avec ici l'œil. Et nous trouvons vers le bas la projection de la langue et du pharynx. Donc voici cet homunculus, donc avec une topographie extrêmement précise. Dessous, ici, on est sur le lobe limbique et le gyrus du cingulum. Donc homunculus moteur de Penfield, ici, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe pour la vascularisation, et nous reprendrons cela dans un chapitre entier, mais je veux déjà en donner quelques éléments. Nous avons, pour la vascularisation de cette région, une vascularisation qui arrive par la face latérale, c'est l'artère cérébrale moyenne, branche de la carotide, et une vascularisation qui arrive par la face médiale, c'est l'artère cérébrale antérieure. Globalement, si je représente ici l'artère cérébrale antérieure, elle va, je vais prendre de l'orange, ce sera la couleur que nous prendrons en étudiant également la vascularisation, artère cérébrale antérieure, qui vient s'enrouler autour du corps calleux et qui vient se dédoubler au niveau du sillon du cingulum. Voici ici l'artère en orange, artère cérébrale antérieure. Elle est donc à la face médiale. L'artère cérébrale moyenne, elle est à la face latérale et elle est cachée au fond du sillon latéral. Voici ici les contours cérébraux. Voici ici le sillon latéral, le sillon central. Donc nous reverrons bien sûr cela. À chaque niveau, on peut mettre des branches qui vont ici franchir un petit peu le cortex, le bord supérieur. Et nous trouvons là, nous le reverrons, l'artère cérébrale moyenne, qui est donc en profondeur du sillon latéral. Je la mets ici en pointillé, en vert. C'est la couleur que je reprendrai pour la vascularisation dans le prochain cours. Voici ici l'artère cérébrale moyenne, qui est au fond du sillon latéral. Artère cérébrale moyenne, deuxième branche terminale, seconde même branche terminale, de l'artère carotide interne. Et cette artère cérébrale moyenne envoie des branches ascendantes
et des branches, donc ascendantes vers le lobe pariétal et le lobe frontal, et des branches descendantes. Voici l'artère cérébrale moyenne. Ceci signifie que cette région va être prise en charge pour la face médiale par l'artère cérébrale antérieure, pour la face latérale par l'artère cérébrale moyenne. Je refais encore ici ce petit schéma une nouvelle fois, où nous aurons ici le sillon latéral, le lobe temporal. Voici le corps calleux. Voici le gyrus du cingulum, lobe limbique. Voici ici le gyrus précentral. Voici ici le sillon latéral, le cortex de l'insula, le lobe temporal, T1, T2, T3, T4, T5, et au-dessus, on aura le gyrus dentatus. L'artère cérébrale, on va mettre un tout petit peu de cortex peut-être ici pour que ce soit plus parlant, cortex donc du gyrus précentral qui est coupé ici. Donc on est sur le gyrus précentral R4. Donc la cérébrale antérieure chemine ici autour du corps calleux, de chaque côté, et va donner des branches qui remontent à la face médiale, à peu près jusqu'au bord supérieur de l'hémisphère. Artère cérébrale moyenne, pardon, artère cérébrale antérieure. Nous trouvons l'artère cérébrale moyenne qui, elle, est en profondeur du sillon latéral, elle est ici, et qui envoie des branches ascendantes qui vont vasculariser la région. Ici en vert, artère cérébrale moyenne, avec également des branches descendantes. Donc, nous voyons que l'aire motrice est vascularisée doublement par l'artère cérébrale antérieure, par l'artère cérébrale moyenne. Et ceci explique que dans les accidents vasculaires cérébraux, suivant l'artère qui va être atteinte, nous auront des signes qui seront différents. Quand on a le plus souvent, ce sont des infarctus, c'est-à-dire ce sont des accidents ischémiques, c'est à peu près 80%. On a, et sinon 20% d'accidents hémorragiques, donc 80% ischémiques, une artère qui se bouche par thrombose ou par embolie. Donc, si on a un infarctus qu'on appelait sylvien, pourquoi? Parce que cette artère cérébrale moyenne est dans le sillon latéral qu'on appelle sillon de Sylvius, eh bien, nous allons avoir une atteinte ici qui sera principalement une hémiplégie de type cervico-brachial, fascio-cervico-brachial, puisque c'est ce territoire qui va être touché. Donc, dans l'accident sylvien, cérébrale moyenne, c'est une hémiplégie à prédominance brachio-faciale ou brachio-cervico-faciale. En revanche, si on a ici un accident ischémique au niveau de l'artère cérébrale antérieure, on va avoir une hémiplégie à prédominance crurale, crus cruris la jambe, à prédominance sur le membre inférieur. Donc, on peut avoir une atteinte des deux, ce qui est plus rare. Dans ce cas-là, on aura quelque chose de complet. Mais globalement, quand c'est périphérique, cérébral moyen, prédominance fascio-brachiale, membre supérieur, artère cérébrale antérieure, prédominance crurale. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une hémiplégie complète, qu'on appelle aussi l'hémiplégie complète proportionnelle? Eh bien, c'est un tout autre endroit qu'il faut aller. Il faut pour cela aller atteindre la région de la capsule interne, ici le noyau caudé, ici le thalamus, ici le subthalamus et l'hypothalamus. Nous avons le noyau lenticulaire et l'ensemble des fibres, nous l'avons vu, l'ensemble des fibres vient passer par la capsule interne. Des fibres donc de la voie pyramidale, noyau lenticulaire, noyau caudé.
Donc les fibres rayonnent ici pour passer dans la capsule interne. Et à ce niveau, nous avons une concentration de la voie pyramidale pour aller vers le tronc cérébral. Et c'est au niveau ici de la capsule interne que nous pouvons avoir une atteinte totale. Et par quoi est vascularisée la capsule interne? Elle est vascularisée par des branches de l'artère cérébrale moyenne. C'est-à-dire qu'ici, pour l'atteinte, nous avons l'artère cérébrale moyenne dans sa portion initiale et nous avons des branches ici qui vont monter. Donc, dans la portion initiale de l'artère cérébrale moyenne, on va avoir une nécrose ici de la capsule interne. C'est l'endroit où toutes les fibres sont resserrées de la voie pyramidale. Et là, on aura une hémiplégie qu'on appelle hémiplégie proportionnelle. Et bien sûr, c'est toujours l'hémicorps opposé. Hémisphère droit, c'est l'hémicorps gauche et réciproquement. Nous allons ensuite voir qu'il y a en avant de l'R4 une R4S. Je n'insisterai pas obligatoirement beaucoup, vous reverrez cela en physiologie. Donc il y a une R4S ici en avant. Puis nous allons trouver des aires prémotrices, et c'est notamment l'aire 6, qui est à la partie postérieure du gyrus frontal supérieur, ici R6, qui va intervenir dans la coordination des mouvements et notamment le système extrapyramidal. Et nous allons trouver en dessous l'R8, qui est à la partie postérieure du gyrus frontal moyen et qui est une aire motrice oculocéphalogyre, c'est-à-dire orienter le regard et orienter la tête. Nous allons trouver vers le bas, je vous rappelle, nous avions dit que à la partie inférieure de F3, gyrus frontal inférieur, il y avait des petites encoches qui venaient délimiter ici 3 zones dans la région du gyrus frontal inférieur ou F3. Nous avons ici le pôle, on agrandit le pôle frontal, voici le rebord. Nous avons une première encoche. Puis nous avons ici une zone triangulaire, puis une deuxième encoche, puis c'est la suite ici de la région. Donc la région ici antérieure, nous l'avions dit, s'appelle la région orbitaire, ou l'opercule orbitaire. Puis la partie moyenne en forme de triangle, eh bien, c'est la région triangulaire. Et enfin, la dernière portion, c'est la région operculaire, opercule qui est le couvercle. Donc 3 régions ici dans F3, à la partie basse de F3, juste au-dessus du sillon ici, du sillon latéral. Et là, nous trouvons 2 aires, qui sont les aires 44-45, ici. Très schématiquement, là également, vous reverrez cela en physiologie de manière plus détaillée, c'est très schématique, R44-45, qui sont les aires motrices du langage. R44-45, aires motrices du langage, et c'est ici tout à fait intéressant, puisque c'est la première zone qui a été découverte, première localisation découverte par Broca, vers 1860, neurologue célèbre neurologue parisien, ce qu'on appelle aussi l'aire de Broca. Et comment est-ce qu'il a découvert ça? C'est la première aire découverte. Il y avait un patient qui était à la Pitié-Salpêtrière, qui avait eu un accident avec une barre de fer qui lui avait traversé le crâne, qu'on avait retiré, et qui avait donc lésé le crâne et lésé une partie du cerveau. Mais ça, on ne l'a su que par la suite. Et comme signe, il avait une vie à peu près normale, paisible, mais il ne pouvait dire que tant. Alors on lui demandait, est-ce qu'il fait beau? Tant. Est-ce que vous avez faim? Tant. Comment vous vous appelez? Tant. Et le nom de ce monsieur est devenu Tantan. Il est très célèbre. Et Tantan, à sa mort, a été autopsié et Broca a vu qu'il y avait une lésion de cette région
et a fait le lien, c'est donc la méthode anatomoclinique, la corrélation anatomoclinique, a fait le lien entre la lésion de cette aire, donc région basse de F3 triangulaire, et l'aphasie motrice que présentait ce patient. À partir de là, les autres localisations sont venues. Nous pouvons trouver ici une séparation en quelque sorte arbitraire, mais qui correspond à la région préfrontale. Région préfrontale qui caractérise notamment l'espèce humaine. C'est la partie tout antérieure, ici, du lobe frontal, où nous allons trouver non plus des zones de projection, mais des zones associatives. Et c'est là les aspects les plus développés de la cognition. C'est ici les régions 9, donc les aires 9, 10, 11. Ce sont les plus mal connues, ces zones associatives. C'est à la fois la conscience, à la fois les caractéristiques spécifiques du caractère d'un individu donné. C'est ici ce qu'on appelle parfois le lobe préfrontal. Plus exactement, c'est la partie préfrontale du lobe frontal. 9, 10, 11 et 12 est à la face inférieure de cette partie préfrontale. Cette partie préfrontale ici, qui donc a ces particularités de zone associative, a été utilisée notamment dans une technique neurochirurgicale abandonnée, bien sûr, qui est la lobotomie, qui a été découverte par Egas Moniz. Egas Moniz qui a été prix Nobel, notamment pour cela, mais il a aussi découvert l'artériographie cérébrale. Donc Egas Moniz qui a eu l'idée, lorsque des personnes étaient agitées ou avaient un caractère difficile, de venir couper, séparer la partie préfrontale du reste du cerveau en faisant simplement une coupure qui interrompait les voies, donc ce qu'on appelle la lobotomie, on coupe dans le lobe, et ceci se faisait de façon extrêmement rudimentaire par la voie orbitaire, le plafond orbitaire étant extrêmement réduit. Puis nous allons voir encore quelques aires. Le plus important était ici, bien sûr, cette aire motrice. Nous allons trouver au fond du sillon latéral une aire qu'on appelle l'aire 3. L'aire 3 qui est donc au fond du sillon, donc en fait elle n'a pas vraiment d'épaisseur ici. R3 qui est une zone sensitive, R3, mais qui va avoir un lien avec le contrôle moteur. Donc R3 qui est au fond du sillon central, et en arrière, nous allons trouver les aires 1 et 2, on va les représenter en bleu comme traditionnellement en sensitif, les aires 1 et 2, et nous voyons donc que dans le gyrus précentral, on est en moteur et on est bien dans le lobe frontal, alors qu'en arrière, on est dans le lobe pariétal et on est dans des régions sensitives. Ce sont là les deux zones principales de projection, sensitive et motrice. Donc voici ici la zone 1 et 2, ce n'est pas numéroté dans l'ordre 1, 2, 3. 3 est au fond du sillon, 1 et 2. 1 et 2, qui sont sensitives, l'une pour la proprioception, c'est-à-dire ce qui vient d'informations locomotrices, l'autre pour le tact notamment. Zone 1 et 2 que vous reverrez, et là bien sûr ce sont des fibres qui viennent se projeter, notamment depuis le thalamus. On retrouve de la même façon un homonculus sensitif, donc c'est à peu près la même chose, on peut ici l'esquisser. Il y a quelques petites différences. Nous trouvons ici cet homonculus sensitif avec la région ici du corps calleux, le lobe limbique, gyrus du cingulum. Ici, nous allons trouver le gyrus post-central, donc il n'y a pas de sillon. Nous sommes là sur le sillon latéral, le cortex de l'insula, lobe temporal, T1, T2, T3, T4, T5. Et dans cet homonculus sensitif de Penfield, nous allons retrouver à peu près les mêmes choses, simplement
la main sera représentée différemment. On a tendance, pour l'homonculus, à le représenter dans l'autre sens, c'est-à-dire on a les pieds tournés vers le dehors. Ici, on a la région du genou. Ici, on a la région de la région glutéale, la région de la fesse. Ici, on a le tronc. Puis, on a le membre supérieur qui se termine par la main qui est surtout représentée par l'index. C'est surtout l'index ici qui est développé. Membre supérieur, ici le tronc, ici la cuisse, ici le genou, ici le pied. Pied. Donc le pied et le membre inférieur est à la face médiale. Ici, on a le membre supérieur. Ici, on a la main. Et pour la face, on a tendance à représenter cela sur une hémiface ici entière, où l'on va avoir les contours donc, de cette face, avec le nez, l'œil, et ici, une bouche et des lèvres, puisqu'on a la région sensitive, qui sont extrêmement hypertrophiées en projection. On a ici une sensibilité très fine. Nous trouvons en dessous la langue, et vous verrez que si vous ouvrez un certain nombre d'ouvrages, vous verrez que sous la langue, on a ici les organes génitaux externes. Alors, ceci a été l'objet de nombreuses discussions. Aujourd'hui, un certain nombre de travaux ont montré que, assez logiquement, les organes génitaux externes venaient se projeter en regard ici de la partie basse du tronc, mais vous verrez sur un certain nombre de figures ici ces organes génitaux, et ça reste discuté. Homonculus moteur de Penfield, homonculus sensitif de Penfield. Ce sont les mêmes territoires vasculaires, simplement les expressions sont moins marquées d'un point de vue clinique au niveau sensitif. Juste pour là, ici, pour revenir sur l'aire 44-45, c'est dans le lobe dominant que ce sera prépondérant et qu'on aura cette aphasie. Donc le lobe dominant, c'est le lobe gauche chez le droitier et le lobe droit chez le gaucher. Nous allons maintenant voir encore quelques zones. Nous trouvons des zones associatives au niveau de la région pariétale. Ce seront les régions notamment 5 et 7. Région 5 et 7 ici. Région 5-7, je les mets en jaune, zone de cortex associatif, et notamment, c'est l'interprétation sensitive que l'on va trouver à ce niveau-là, donc zone 5 et 7. Puis, nous arrivons ici dans une zone qui est au-dessus du sillon latéral, et ce sont là les aires 39 et 40, qui sont aussi des zones associatives, et notamment, nous trouvons ici dans ces zones 39-40, nous trouvons des zones d'interprétation des sons, et ce sera là une région qui correspondra à une aphasie, vous le reverrez bien sûr, qu'on appelle l'aphasie de Wernicke. Donc là, on a les aires 39-40, et on a ici une autre aphasie. On a vu l'aphasie de Broca, c'est une aphasie motrice. Ici, ce qu'on appelle parfois l'aphasie sensitive, l'aphasie de Wernicke. Donc, c'est là deux zones qui sont complètement séparées et avec des accidents vasculaires différents. Nous arrivons à présent dans une région où nous aurons la projection des aires auditives que nous allons mettre en violet. Ces aires auditives, c'est l'aire 41, 42, 43. Nous sommes à la partie postérieure du gyrus temporal supérieur, 41. Puis nous trouvons une zone autour 42. Ce sont là des zones maintenant d'interprétation. Et 43. Donc, auditivo-psychique, auditivo-gnosique, interprétation de la partie auditive. Mais la partie auditive primaire, le cortex auditif primaire, c'est bien l'aire 40 qui est ici, 41, 42. C'est bien ici quelque chose qui est sur le repli, c'est ce qu'on avait appelé le planum temporale. Et quand on fait ici la coupe frontale, ce planum temporale, nous l'avions évoqué, c'est la partie
supérieure, ici plane, de T1. Voilà T1. Et nous trouvons là un cortex qu'on avait appelé le planum temporale, et c'est là l'aire auditive primaire. Aire auditive primaire, et des circonvolutions qu'on appelle parfois les circonvolutions de Heschel. Donc nous sommes là, Heschel, E-S-C-H-L. Nous sommes là donc dans une région qui est profonde et qui est donc en partie cachée. Il nous reste donc là aire auditive, 40, 41, 42. Nous arrivons maintenant aux aires visuelles, qui vont être maintenant des aires occipitales et qui viennent former des bandes concentriques que nous allons trouver ici. Ce sont les aires 17, 18, 19. L'aire 17, c'est l'aire visuelle primaire, elle est de chaque côté du sillon calcarin comme nous allons le revoir, et cette aire 17 déborde ici sur la face latérale et est au niveau du pôle occipital. Donc les projections visuelles, c'est le lobe occipital, 17. Puis nous trouvons une bande autour qui sera l'aire 18, et enfin l'aire 19. Voilà ici sur la face latérale, 17, 18, 19, aire visuelle. Là aussi, aire visuelle primaire 17, et puis aire visio-gnosique et visio-psychique. 17, 18, 19, ce sont des bandes concentriques ici de cortex. L'aire 17 est très particulière, c'est ce qu'on appelle aussi aire striée. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a 6 couches dans le cortex, et la couche 4 est dédoublée à ce niveau pour former donc 2 couches qui sont visibles à l'œil nu, séparées par une zone de substance blanche qui est la strie de Gennari. Et donc ici on parle de cortex strié, strie de Gennari, cortex strié, visible à l'œil nu, la structure de ce cortex visuel. Pour terminer, nous pouvons placer ce cortex visuel sur une vue médiale et terminer par une petite vue médiale du cerveau pour ces aires corticales. Nous allons ici reprendre très rapidement une vue médiale. Donc je ne rentre pas dans le détail, le but n'est pas ici de la morphologie que nous avons déjà fait. Voici ici le cortex périphérique, le pôle frontal, le sillon latéral en son début. Ici, nous allons trouver le sillon central, et là, vers l'arrière, nous trouvons le profond sillon pariéto-occipital. Partant perpendiculairement, nous trouvons le sillon calcarin. Puis, c'est l'incisure préoccipitale ou temporo-occipitale. Voici ici le lobe temporal. C'est ici une face médiale de l'hémisphère. Face médiale de l'hémisphère. L'avant est ici à gauche, bien sûr, et le haut. Et nous trouvons ici la section de la lame terminale, et puis l'enroulement ici du corps calleux, le splénium libre vers l'arrière, le genou, le rostre, la commissure antérieure, la lame terminale. Dessous, nous trouvons le corps du fornix, le septum pellucidum entre les deux. Le corps calleux est ici coupé, ainsi que le fornix. Et dessous, pour voir cela, nous avons dû couper le tronc cérébral, ici, qui a été coupé, puisqu'on est sur la ligne médiane. Nous trouvons comme sillon principal ici le sillon du cingulum, qui s'enroule autour du corps calleux et qui vient limiter le lobe limbique. Nous trouvons là le sillon central qui se poursuit, sillon précentral, sillon post-central. Précuneus, ici, le cuneus que nous avons vu, donc cuneus. Et ici, important pour nous maintenant, le sillon calcarin. Là aussi, ce sont des choses que nous avons vues avec la morphologie externe. Nous pouvons poursuivre en plaçant ici les rebords du lobe temporal sur sa partie supérieure. Vers l'avant, nous allons donc trouver un relief qui est l'incus, soulevé par le corps amygdaloïde. Et voici ici
ce lobe temporal qui vient s'enrouler, sillon latéral, et nous pouvons placer encore le gyrus dentatus, c'est-à-dire le lobe intralimbique que nous plaçons ici, donc très fin, on l'a dit, au-dessus, l'indusium griseum, ici au-dessus du corps calleux, c'est l'hippocampe supracommissural, puis l'hippocampe rétrocommissural, avec ici le gyrus fasciolaire, dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais c'est déjà spécialisé, et ici le gyrus dentatus, donc, dont nous avons parlé, c'est ici la structure de l'hippocampe. L'hippocampe, je vous rappelle, c'est une structure que l'on voit de l'intérieur, c'est une structure endoventriculaire. Voici le gyrus dentatus en violet, donc avec du paléocortex. Quelles sont les zones que nous voyons sur cette région? Eh bien, nous allons voir ici la poursuite de l'aire 4, donc en tout cas ici poursuite motrice, puis nous allons trouver la poursuite sensitive avec des jonctions sensorimotrices qui se font à ce niveau-là. Donc là, sur la face médiale, moteur et sensitif qui viennent se recourber. Le plus intéressant ici, ça va être les aires visuelles. Eh bien, aire visuelle 17, l'aire visuelle 17, elle est ici, de chaque côté du sillon calcarin, mais surtout, l'aire 17 est dans le sillon calcarin. C'est-à-dire que l'aire 17, elle est essentiellement cachée en profondeur du sillon calcarin. Ce sont les deux berges. Donc, ce qu'on voit en superficie, il ne faut pas se tromper, ce n'est qu'une partie. La majorité de cette aire striée, aire 17, est en profondeur sur les berges du sillon calcarin. Et puis, nous allons trouver les bandes concentriques de l'aire 18 et de l'aire 19, ici, que nous pouvons représenter. L'aire 18 de chaque côté et l'aire 19 autour. Donc voilà ici ces aires visuelles qui occupent le cortex occipital. À ce niveau-là, comment est-ce qu'on pourra avoir une atteinte vasculaire? Nous le reverrons avec les vaisseaux. C'est ici l'artère cérébrale postérieure qui peut nous amener, lors d'un AVC, à une cécité qui est en général une hémianopsie latérale homonyme. Et exceptionnellement, on peut avoir une atteinte des deux artères cérébrales postérieures et avoir une cécité centrale complète. Donc là, ici, aire visuelle, et l'aire 17 est l'aire visuelle primaire. Si l'on regarde les vaisseaux, eh bien, les vaisseaux à ce niveau, que nous retrouverons bien sûr, ces vaisseaux, ici, le corps calleux, ici, le tronc qui est coupé, sont représentés par les branches de l'artère cérébrale postérieure, terminaison de l'artère basilaire, qui vient contourner le tronc cérébral et qui vient ici donner notamment l'artère calcarine. Donc, on peut ici avoir des nécroses et des accidents vasculaires cérébraux qui amènent soit d'un côté hémianopsie latérale homonyme, ou, si c'est les deux côtés, à une cécité centrale complète. Nous pourrons encore mettre deux régions. C'est ici l'aire 28. L'aire 28 qui va se projeter à la partie antérieure de T5, gyrus para-hippocampal, jusque vers l'incus. Cette aire 28 est aussi appelée aire entorhinale. Aire 28 ou aire entorhinale, qui est une région qui correspond au cortex olfactif primaire. Ce sont les projections des voies olfactives conscientes. Le nerf olfactif est ici, trigone olfactif, un certain nombre de relais, et on a ici l'aire 28, isocortex. Mais vous voyez la proximité de cette aire 28, bien sûr, gyrus para-hippocampal, avec le gyrus dentatus, la mémoire, et nous sommes là bien dans ce lobe limbique que nous avions indiqué. On peut encore évoquer la partie toute antérieure qui est ici classiquement, qui correspond au pôle antérieur ici et à l'incus, qu'on appelle l'aire 38, qui est aussi assez étudiée. Mais vous voyez que sur la face médiale, il y a paradoxalement beaucoup moins d'éléments importants dans ces aires
corticale fonctionnelle. Donc, voici pour ce cours, avec ces aires. Encore une fois, nous sommes bien dans de la morphologie, puisque ceci peut se voir à l'œil nu, avec un certain grossissement, ou en histologie, ce sont ces aires de Brodmann décrites sur la morphologie et qui sont liées à des fonctions, localisation, aires corticales que l'on voit maintenant grâce à l'IRM fonctionnel notamment. Voilà, je vous remercie pour votre attention.